Très bien, tout le monde. Bon jeudi à tous. Désolée, je suis en retard. Je faisais tellement de recherches. J'ai tellement de choses à vous raconter aujourd'hui. Alors, il faut qu'on commence tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai une histoire d'horreur à vous raconter, une véritable histoire d'horreur qui s'est réellement passée. Quelqu'un m'a appelé hier soir et m'a raconté une histoire très étrange sur ce qui lui est arrivé dans les années 90 dans une université évangélique. Mais d'abord, nous devons revoir l'histoire de Brian Harpo sur la façon dont il planifie la sécurité à l'avance. Parce que quelqu'un m'a révélé une autre anomalie flagrante dans ce protocole de sécurité. Replongeons-nous tout de suite dans le sujet. Bienvenue à nouveau sur Candace. Vous savez ce que je pense? Je pense que la personne qui a décidé que Brian Harpole devait s'asseoir avec Sean Ryan a commis une terrible erreur. Grosse erreur de communication, un cauchemar pour les relations publiques. C'est un peu l'histoire ici. Une longue série de mauvaises décisions en communication, l'une après l'autre, parce que le problème, c'est que Brian en a trop dit. Internet est méticuleux. Internet analyse chacune de leurs phrases. Il est vraiment facile de prendre les gens en flagrant délit d'incohérence, puis de repasser en boucle ce qu'ils ont dit sur certains sujets, surtout quand ça ne colle pas. Je voudrais donc vous rappeler gentiment à la maison ce que Brian Harpole a dit à propos des préparatifs typiques pour les événements de Charlie Kirk. Écoutez bien. Passons à l'évaluation des menaces et à la planification préalable de l'événement. Absolument. Combien de jours à l'avance étiez-vous sur place? En général, le processus d'obtention des autorisations et tout ce qui se passe en coulisses. Et puis, il y a des questionnaires à remplir. Ce qu'on faisait avant, il y avait beaucoup de travail administratif. Et donc, vous savez, un peu comme dans l'armée, ce que vous faisiez, on crée des formulaires pour obtenir ces informations à l'avance. Et ainsi, nous avons un processus de duplication pour pouvoir les confirmer. Donc, nous avons commencé notre première fois avant celle-là, le 24 du mois précédent. Et donc, cela a commencé avec des discussions difficiles, des réunions. Vous avez commencé ça le 24? C'est ça. C'est 2 semaines. Vraiment? Non, ça a commencé avant ça, avec la collecte de renseignements et tout le reste. Mais les discussions difficiles, le partage d'informations, les conférences téléphoniques, les fiches de données. Et nous avons mis tout cela sur une frise chronologique dans une application pour que tout soit accessible. Et chaque personne qui travaille sur ce projet peut voir toutes les informations qui arrivent. C'est un modèle de commandement décentralisé pour l'entreprise. Ainsi, n'importe qui peut prendre des décisions pour le bien du client ou de l'équipe. Donc, tout est mis sur cette application. Donc, quand je reçois l'information, ils la reçoivent aussi. Et peu importe qui collecte ces renseignements, il les reçoit aussi. Il n'y a pas de rétention. Il n'y a pas de pouvoir, pas de mainmise dessus. Donc, la première information est arrivée le 24, puis le partage d'informations a commencé. Où nous passons en revue, vous savez, tout ce dont vous avez besoin pour une mission. Tout ce dont vous avez besoin pour une mission, évidemment. Ailleurs, dans l'entretien, il décrit cette conversation qu'il a eue avec le chef de la police. Il est contrarié que le chef de la police n'ait pas surveillé les toits, car il estime que son équipe s'en occupait. Donc, à ce niveau-là, vous coordonnez avec des services de police entiers. Ici, discutent des drones. Les drones n'étaient pas autorisés. Ils ont donc simplement dû laisser tomber cela. Eh bien, chose intéressante, j'ai reçu un tuyau de la part de quelqu'un qui était directement impliqué dans la planification d'un événement, auquel Charlie Kirk était censé assister le lendemain, le 11 septembre, le jour après son assassinat. Charlie devait prendre la parole à Woodland Park dans le Colorado. D'accord, donc c'est à Woodland Park dans le Colorado. Il était prévu qu'il prenne la parole là-bas. Et selon cette personne, après l'assassinat de Charlie, une réunion un peu paniquée a eu lieu, dirigée par le chef de la police. Ils ont décidé de transformer cet événement en veillée, et ils étaient paniqués parce que, croyez-le ou non, ils n'avaient absolument aucun plan de sécurité en place. Ils se sont dit, c'est étrange, nous n'avons pas de plan de sécurité en place. Voilà. Nous ferions mieux d'y réfléchir et de nous assurer que des policiers soient impliqués. Pourquoi Dan Flood, Brian Harpo et la sécurité de Turning Point USA n'ont-ils eu aucune coordination avec les services de police du Colorado?
Si c'est ce qu'ils font habituellement et la façon dont ils en parlent de manière exagérée, et ils obtiennent le plan et tout le monde peut y accéder. Et on commence à parler, puis on s'adresse à la police et ensuite on fait tout ça. Nous n'avons tout simplement pas pensé à faire ça pour l'événement qu'il avait le lendemain. Aucune implication de la police prévue, rien du tout. Soudainement, ils paniquent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien prévu. Oui, donc, le chef de la police, apparemment paniqué, a décidé de prendre lui-même des mesures pour s'assurer que la veillée se déroule sans accroc. C'est ce que je veux dire. Quand on ment beaucoup et qu'on organise des choses qu'on n'est pas censé organiser, on ne pense pas à chaque détail. Oui, c'est-à-dire le lendemain. Si vous vous attendiez à ce que Charlie tienne jusqu'au 11 septembre, vous auriez communiqué à propos de ce qu'il faisait au Teresa Bible College. Bref, passons à d'autres nouvelles. Je veux vous montrer ce tableau Excel sur lequel j'ai rapidement travaillé aujourd'hui, donc il est loin d'être parfait, mais je vous disais qu'au cours de cette enquête, j'ai remarqué certains thèmes récurrents qui sont apparus. Je ne sais pas vraiment ce que tout cela signifie. Je ne sais toujours pas ce que tout cela veut dire. Et je voulais commencer à noter tout ça et à l'organiser pour que ce soit clair. On peut simplement ajouter un autre nom à chaque fois qu'un nom apparaît dans l'une de ces catégories. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on est censé utiliser Microsoft Excel, mais c'est comme ça que je l'utilise pour que ce soit propre. Si vous regardez juste ici, dans les colonnes, ce sont ces 4 thèmes que j'identifie. Et je vais en ajouter d'autres. Liberty University, Europe de l'Est, trafic et abus sexuels sur enfants, et puis, dans la dernière colonne, l'armée. Ce sont juste des thèmes que je remarque qui reviennent sans cesse. Donc, Liberty University, très rapidement en passant par là, Tyler Boyer y a étudié et il a obtenu son diplôme. Erika Kirk y a étudié et elle a obtenu son diplôme. Cabo Phillips y a étudié et il a obtenu son diplôme. Mikey McCoy a été accepté à Liberty University, mais il a finalement choisi de ne pas y aller parce qu'il a obtenu un emploi chez Turning Point USA à la place. Et il s'y est rendu directement après le lycée. Il convient de noter que son père, Rob McCoy, a rencontré Charlie Kirk grâce à Jerry Falwell Jr. Il était le président de Liberty University jusqu'à ce qu'un scandale sexuel éclate. Andrew Colvett, lui, travaillait dans les relations publiques pour la société Kairos sous la direction de Johnny Moore. Johnny Moore était le pasteur principal à Liberty University avant de quitter l'université pour fonder la société de relations publiques. Et Johnny Moore est un nom important pour ceux d'entre vous qui ont regardé Tucker. Carlson avait interviewé quelqu'un dans l'armée. Il parlait de ce qui se passait à Gaza, comment des enfants étaient littéralement en train de mourir de faim, comment des enfants étaient pris pour cible et tirés dessus pour s'amuser. De façon étrange, ils ont décidé que Johnny Moore, le révérend Johnny Moore, est-ce bien le révérend Johnny Moore? Je ne sais pas. Il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à la tête du fonds humanitaire pour Gaza et il obtient ce rôle. En gros, tu vas distribuer, ton organisation va être responsable de distribuer la nourriture aux enfants de Palestine, aux familles de Palestine. Et évidemment, on sait comment ça s'est passé. Les soldats de l'IDF les tuaient tout simplement. Et donc, il insiste beaucoup pour dire « Je n'ai aucune idée de pourquoi il a eu ce poste. Ça semble incroyablement corrompu de toute façon. » Je voulais vous dire qui était ce Johnny Moore. Il ne faisait que gérer les relations publiques. C'est un gars des relations publiques, comme Andrew Colvett, qui était sous ses ordres. Et puis Andrew Colvett quitte Kairos et décide de créer sa propre agence de relations publiques. C'est vraiment juste autour de Charlie Kirk, en fait, comme son seul client. Je crois que c'est son seul client chez Turning Point USA. Ensuite, il y a le Falkirk Center. Je vais le mettre dans la même catégorie. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce qui s'est passé, c'est que Jerry Falwell Jr. et Charlie Kirk ont décidé de s'associer pour créer le Falkirk Center. C'était en fait Turning Point USA, le précurseur de Turning Point USA, n'est-ce pas? Donc, ils rencontrent Rob McCoy. Ils commencent à discuter de la création du Falkirk Center, puis Jerry Falwell est impliqué dans un énorme scandale sexuel. Il est forcé de démissionner. C'est comme ce scandale avec le garçon de piscine. Il est forcé de démissionner de la Liberty University et maintenant ce projet, on ne peut plus aller de l'avant avec ça. C'est extrêmement embarrassant pour l'université. Cela va maintenant devenir une relique. D'ailleurs, à cette époque, Erika Franzby, parce qu'elle et Charlie n'étaient pas encore mariés, ils sortaient ensemble. Elle est devenue une boursière Falkirk. Ils parcouraient un peu la route ensemble et travaillaient à faire du Falkirk Center une réalité. Et donc, ce qui s'est passé après que tout soit tombé à l'eau, c'est qu'ils ont décidé de créer à la place Turning Point Faith. C'est important que vous connaissiez cette histoire, cette origine à la Liberty University, parce que je vais vous en dire plus dans un instant. Maintenant, concernant l'Europe de l'Est, souvenez-vous de cet avion.
celui dont on pensait mystérieusement qu'il avait éteint son transpondeur. Ils ont publié un communiqué disant qu'ils n'avaient pas éteint leur transpondeur. Il a volé depuis Provo, Utah jusqu'en Arizona. Et puis il a dit « Nous faisions juste monter des gens à bord. » Eh bien, je mets ça de côté parce qu'en enquêtant là-dessus, j'ai découvert que, oh, intéressant, ils étaient officiellement enregistrés. Cet avion, pardonnez-moi, a été officiellement enregistré en Roumanie en 2013. Le numéro d'immatriculation était alors ILA-RNVI, ça ressemble presque à Navy, là, ILA-RNVI. Et puis en 2015, donc de 2013 à 2015, cet avion était enregistré en Roumanie. Intéressant, d'accord? Cela ne veut pas forcément dire quoi que ce soit. Je vous dis simplement que c'est à ce moment-là que ces choses sont apparues. Évidemment, nous le savons. Erika Kirk a lancé le projet Romanian Angels à la fin de 2012, début 2013, jusqu'en 2015. Et évidemment, vous avez vu tous les TikTok décrivant le scandale. Et pour vous expliquer cela, simplement pour séparer le mythe des faits, je vais vous dire quels sont les faits. Les faits sont que Lori Franzvi a créé la fondation Everyday Heroes, qui était censée aider les enfants dans le besoin. Celle-ci a été créée en Arizona au nom de la mère d'Erika, Lori Franzvi. Ce qu'elles ont décidé de faire, comme le font les associations caritatives, c'est de développer certains projets et certaines missions, et ce qui a découlé de la fondation de Lori, c'est le projet Romanian Angels. Et ils ont conclu un accord avec l'armée, ils ont travaillé avec l'armée en Roumanie pour aider les orphelins. D'accord? Il est donc avéré qu'à cette époque, ils ont travaillé avec le colonel Otto Bucher. Le colonel Otto Bucher a ensuite été accusé de diriger un bordel avec de jeunes enfants, les emmenant sur la base militaire pour lui-même, pour satisfaire ses besoins sexuels. Une femme a porté plainte en Roumanie et a déclaré « Voilà ce qui se passe réellement, ces enfants sont emmenés sur la base et ils sont prostitués à des militaires. » Donc, il n'y a aucun article qui dit qu'Erika Franzvi ou Loi étaient impliqués dans cela, mais il est avéré qu'ils travaillaient sur le projet roumain avec le colonel Bucher. Ils l'ont remercié, puis le colonel Bucher a été accusé de diriger un bordel roumain avec des enfants roumains. Ce sont les faits à ce sujet. En 2011, Tyler Boyer est également allé en Roumanie pour travailler avec le gouvernement roumain. J'essaie encore de déterminer exactement ce qu'il faisait avec eux. J'aurai, je l'espère, plus d'informations à ce sujet plus tard. En 2013, Tyler Boyer a publié une photo de lui avec une orpheline ukrainienne nommée Natalia. Elle ne parle pas anglais, dit-il dans la publication, ou sa femme le dit dans la publication. Sa femme actuelle précise dans la publication que Natalia ne parle pas anglais. Et il affirme l'aider par le biais d'un programme d'agence d'adoption, l'aider parce qu'il parle russe. Je peux vous montrer cette photo. En fait, nous avons cette photo quelque part, Skylar. Peut-on afficher cette photo de la publication? Tu l'as? Parfait, c'est parti. Juste pour que vous sachiez, on invente tout ça. Ce message a été publié par sa femme. Voici Natalia. Elle a 12 ans et c'est une orpheline ukrainienne. Elle passe les fêtes chez mon ami Aubrey et sa famille dans le cadre d'un programme d'adoption. Comme elle ne parle pas anglais, Tyler a pu aller discuter avec elle en russe pendant plus d'1 heure ce soir. Elle était timide au début, mais à la fin de la visite, elle l'enlaçait et lui demandait de ne pas partir. C'était une expérience à la fois merveilleuse et déchirante. Cela me rend tellement reconnaissant pour tout ce que nous avons. Merci au rapport OBS de nous avoir permis de faire partie de la journée de Natalia. Bien, passons maintenant à Turning Point. USA travaille évidemment avec le pasteur Greg Laurie, malgré le fait que l'Église Harvest soit accusée de trafic d'enfants depuis la Roumanie. D'accord, bien sûr. Il dit « Ce n'est pas vrai. Les gens disent « Si, c'est ce que vous faisiez. » Nous n'avons pas de verdict à ce sujet car c'est en cours actuellement. Le frère d'Andrew Colvette, Curtis, est actuellement en poste en Roumanie en tant que lieutenant-colonel. Nous avons Tyler Boyer, qui possède un diplôme en études russes et parle couramment le russe, ce qui est similaire à Astrid Tuminez, d'ailleurs, la présidente de l'UVU. Elle aussi possède un diplôme en études russes et parle couramment le russe. Et je devrais mentionner qu'elle est une enfant orpheline. Cela pourrait être pertinent ou pas, qui sait? Rob McCoy, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a adopté une fille de 12 ans nommée Natalia. Elle s'appelle maintenant Natasha, elle vient de Russie vers 2006. D'accord. Donc je ne sais pas. Ce ne sont que des faits. Je me contente de présenter les faits ici. Maintenant, concernant la traite et les abus sexuels, le novembre 8 188 Kilo Golf,
qui appartient actuellement à Derek et Shalane Maxfield. Il dirige Sapria, une association caritative pour les enfants victimes d'abus. Ils viennent en aide aux enfants qui ont été abusés. Association caritative contre les abus sexuels. Et puis, je vous ai parlé du colonel Otto Bücher qui a été accusé d'avoir dirigé un bordel avec des enfants roumains de 2011 à 2015 sur une base militaire américaine en Roumanie, je devrais préciser, pas une base militaire roumaine, mais une base américaine en Roumanie. Et oui, il a travaillé avec Romanian Angels pendant cette période. Commandant civil, basé à Fort Huachuca, un commandant civil qui était stationné à Fort Huachuca, David Frodsham, a été accusé d'avoir dirigé un réseau d'abus sexuels sur enfants. C'est vrai. TPUSA Faith travaille avec le pasteur Greg Laurie, comme je vous l'ai dit. Ils sont actuellement impliqués dans un scandale de trafic. George Zinn a été arrêté et il a ensuite été déterminé qu'il possédait des images pornographiques. C'est notre faux garçon des enfants sur son téléphone. Et comme je vous l'ai dit, il a dit aux gens de l'hôpital où il a été soigné qu'il serait payé s'il faisait cela. Maintenant, il ne savait pas d'où venait l'argent, mais tout ce qu'il avait à faire, c'était de sauter partout en disant « c'est moi, c'est moi ». Andrew Piscadillo, ce nom vous dit peut-être quelque chose, car au début, des photos de lui circulaient et les gens pensaient qu'il aurait pu être le tireur parce qu'il portait les costumes. Et en fait, les gens pensaient qu'il avait peut-être une arme dans son sac, mais il s'est avéré qu'il prenait des photos, qu'il était photographe non embauché par Turning Point USA. Mais il a déjà tiré la sonnette d'alarme sur le trafic sexuel militaire ukrainien qui se déroule aux États-Unis. Si vous parcourez son Instagram, il a dit « Voilà ce qui se passe actuellement ». Ils font du trafic d'enfants depuis l'Ukraine et il a mené une enquête à ce sujet. Donc, c'est ressorti lorsque je faisais des recherches sur lui au début. Évidemment, j'ai largement couvert l'église Calvary Chapel qui est truffée d'histoires d'abus de la part de pasteurs. Je veux dire, c'est une réalité, d'accord? Et puis, évidemment, nous savons que Rob McCoy essayait de réhabiliter quelqu'un qui est effectivement allé en prison. Il a dit qu'il avait trouvé le Seigneur et a décidé de le placer dans des foyers avec des enfants via Calvary Chapel. Il y a beaucoup de réhabilitation de personnes ayant des problèmes d'abus d'enfants, je dirais, à l'église Calvary Chapel. C'est problématique. Et j'inclus ici l'opération Underground de Glenn Beck et Tim Ballard. En fait, j'ai entendu parler de l'opération Underground. C'est Marisha Strait de Prageru qui me l'a fait découvrir. Elle m'a demandé d'interviewer Tim Ballard avant qu'il ne soit contraint de démissionner, de la part de cette organisation caritative qui luttait contre le trafic d'enfants et se consacrait au sauvetage d'enfants victimes de trafic dans les zones déchirées par la guerre. Glenn Beck a été l'investissement initial, comme on me l'a raconté lorsque j'étais à Prageru lors de mon entretien avec lui. Évidemment, nous le savons. Glenn Beck a interviewé Erika Kirk. Nous savons que Glenn Beck et ses enfants étaient également présents à Uvu lorsque Charlie Kirk a été assassiné. Il a été l'un des premiers à s'exprimer à ce sujet aux informations du 10 septembre. Et curieusement, le nom de Tim Ballard est apparu lorsque nous enquêtions sur Phil Lyman et nous avons appris qu'il avait rendu visite à Tim Ballard. Dans les jours qui ont suivi l'assassinat, c'est juste le nom de Tim Bowers qui est ressorti, ce que je trouve intéressant parce que je me suis dit « Oh, il dirige aussi une association caritative contre le trafic d'enfants. » Il y a beaucoup de choses de ce genre qui se passent. Et aussi, je devrais mentionner Derek et Shalane Maxfield, qui dirigent cette association contre les abus. Sur leur photo de profil, ils portaient un T-shirt Opération Underground. Donc, je dirais que les gens sont très passionnés à propos du trafic et de la création d'organisations pour lutter contre le trafic dans cette histoire. Maintenant, en ce qui concerne notre lien avec l'armée, il est vaste. Comme je l'ai dit, ce n'est en aucun cas une liste définitive. J'ai rassemblé ces informations aujourd'hui. Le frère et le cousin d'Andrew Colvett sont capitaines dans l'armée. Curtis Colvett et Robert Colvett, le père de Rob McCoy, Roy Edgar McCoy, menèrent des opérations psychologiques pour le renseignement naval afin d'influencer la perception du public. Son fils, Danny McCoy, est actuellement dans l'armée. Et oui, il a même eu toute une flotte navale nommée en son honneur, en fait. Donc, vraiment le haut du panier, le haut du panier. Nous savons évidemment qu'Erika Kirk a parlé ouvertement du fait que sa mère et son père travaillent dans le domaine militaire lié à la défense. C'est la raison pour laquelle elle a déménagé en Arizona au départ, car ils avaient des contrats avec le département de la Défense, et nous savons que son père a travaillé pour Raytheon, la famille Farnsworth.
possède de nombreux liens avec le milieu militaire. J'en reparlerai plus tard, et nous aborderons ce point ultérieurement car la famille Farnsworth en général est importante pour l'histoire. Dr. Frank Turek a été officier de l'aéronaval pendant 8 ans. Son fils, Frank Turek III, est officier adjoint. Chef adjoint de division, au sein de l'état-major interarmé à Washington, D.C. Son autre fils, Spencer, est un ancien de l'armée de l'air. Il était au téléphone avec, je crois qu'il a dit, ses 2 fils, en appel vidéo avec ses 2 fils. Corrigez-moi si je me trompe, c'était peut-être seulement avec l'un de ses fils qu'il faisait un appel vidéo. L'avion militaire d'Haïti, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, mais je vous promets que nous y viendrons, a inexplicablement suivi cet itinéraire autour de l'UVU le jour de l'assassinat, juste avant et juste après. Ce qui est intéressant, car cet avion en particulier a beaucoup à voir avec les drones. Encore une fois, nous approfondirons ce sujet dans un prochain épisode. Et puis, bien sûr, les médecins. Docteur, Lee Trotter a fait sa résidence sur une base de l'armée de l'air et il possède également sa licence de pilote. Le médecin légiste de l'Utah, Dr. Deidre Amaro, est major. Butch Hibbs, nous avons Jack Hibbs, leur père, Butch Sr., qui a un passé militaire. Et je soupçonne que Butch Hibbs est peut-être lui aussi impliqué dans l'armée. Nous cherchons quelque chose d'un peu plus concret à ce sujet. Maintenant, je voulais vous présenter cela parce que je veux me concentrer sur la construction de ce fil conducteur afin que vous puissiez voir ces thèmes récurrents. Mais aujourd'hui, nous allons parler davantage de Liberty University parce que j'ai reçu un ensemble de témoignages très intéressants à propos de Liberty University. En particulier, hier, j'ai été contactée par quelqu'un, En fait, je devrais dire que j'ai parlé à quelqu'un hier. Elle m'a contactée de nombreuses fois par email, me suppliant de l'appeler. Elle me supplie de l'appeler. Il ne m'était pas vraiment clair pourquoi il semblait y avoir une sorte de panique. Elle a apparemment été bouleversée par une vidéo concernant la mise en scène autour de Trump. D'accord? La vidéo en question n'est pas controversée. Et elle n'a aucun lien avec la personne dans la vidéo, qui était Erika Kjörk. Il s'agissait simplement de discuter de la façon dont elle s'est impliquée dans le monde des concours de beauté liés à Trump. C'est pourquoi je ne voyais pas vraiment l'ensemble du tableau. Elle ne connaît pas Erika. Elle n'avait rien à dire sur la façon dont Erika connaissait les concours de Trump, mais le fait qu'elle en parle la bouleversait. Bref, après de nombreux échanges, j'ai décidé de simplement l'appeler. J'ai eu un peu de temps hier pour essayer de comprendre pourquoi les concours de beauté liés à Trump la bouleversaient autant en général. Et elle a commencé à me raconter une histoire qui, au début, semblait assez incroyable jusqu'à ce que je fasse quelques recherches. Cette femme, dont je vais protéger l'identité pour le moment, raconte qu'elle était une jeune adolescente dans les années 90 et qu'elle s'était retrouvée dans une situation un peu compliquée. Elle s'est retrouvée avec un agent de probation et elle est aussi tombée enceinte. On lui a essentiellement dit « Écoute, soit tu remets ta vie en ordre, c'était un peu un ultimatum, on peut t'envoyer en centre pour mineurs, ou alors tu pars et on va te donner une opportunité ici. » Il y a ce nouveau programme incroyable qui est géré par la Liberty University, qui aide les adolescents en difficulté, et tu es justement une adolescente en difficulté. Elle avait 13 ans à ce moment-là. Donc, évidemment, ils ont pris la décision pour elle de choisir cette option. C'est comme quand le juge dit « Écoute, tu peux aller en cure de désintoxication ou tu peux aller en prison. » Évidemment, je vais choisir la cure. Elle a donc choisi d'aller à Lynchburg, en Virginie, alors qu'elle était enceinte, pour vivre dans une maison avec d'autres jeunes filles en difficulté qui étaient aidées par un programme connu sous le nom de God Parent Program. Ce programme existe toujours aujourd'hui. En fait, ils aident ces jeunes femmes qui traversent différentes difficultés, mais en particulier pour elle et la femme avec qui elle partageait sa chambre, il s'agissait de leur parcours de grossesse. Et ils proposent d'aider à placer leurs enfants dans des familles chrétiennes adoptives si elles choisissent de ne pas garder leurs enfants. Ça a l'air plutôt bien. Cela semble être, vous savez, l'esprit chrétien, pro-vie et... N'avortez pas. À la place, nous pouvons offrir un foyer où votre enfant pourra grandir. Mais les choses sont devenues assez étranges après cela. Et je veux que vous écoutiez ce qu'elle m'a dit lors de cette conversation que j'ai enregistrée. Et oui, j'ai sa permission pour partager cette conversation. Je suis désolée si cela ne semble pas très clair. Nous avons essayé de rendre cela aussi clair que possible. Et oui, lançons simplement l'enregistrement. Ça va être assez long, mais c'est très important. Écoutez bien. Quand je suis arrivée
arrivé à Liberty Godparent Home qui m'a accueilli en 94, ils avaient l'habitude de nous enfermer dans notre chambre 24 heures sur 24. Nous étions enfermés dans notre chambre. Nous n'avions pas le droit de recevoir de visiteurs. Nous n'avions pas le droit d'avoir des gens chez nous. Je n'avais pas de visiteurs parce que je n'avais pas de famille là-bas, évidemment. Et je tremblais. Je n'avais pas de famille là-bas, donc je n'avais personne. Ils prenaient des photos bizarres de nous. Quel âge avais-tu? Je suis désolée, vas-y. Quel âge avais-tu? J'avais 13, 14 ans. D'accord, qui prenait les photos? Je suis née en 79. Qui a pris ces photos de toi? Bien sûr, Falwell Senior. Senior. Et puis son visage m'est devenu familier, mais il a l'air plus vieux maintenant. Vous parlez d'il y a 30 ans, vous savez? Mais, à l'instar de Jerry Falwell Senior, était-ce bien lui qui prenait les photos? Oui, je me souviens de lui et de sa femme là-bas. Mais ce qui est aussi bizarre, c'est que je n'ai jamais réfléchi à ce qui s'est passé cette nuit-là. Et la nuit suivante, j'ai accouché. Tout était bizarre. Et quand j'y repense maintenant, tout ça me paraît étrange. Mais à l'époque, non, parce que je n'avais que 13 ou 14 ans. C'est ça. J'ai fait des erreurs. Je veux dire, j'ai complètement changé de vie. J'ai maintenant 4 enfants, 2 petits-enfants. Mais tu sais, Je veux revenir là-dessus. Qu'est-ce qui était bizarre cette nuit-là quand tu as accouché? oh mon Dieu, la veille au soir, d'accord? Donc ils ont une mère, une maison, une mère qui vit sur place 24 heures sur 24. J'ai appelé là-bas il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. C'est ça qui est bizarre. J'ai appelé là-bas juste après avoir prié. J'ai appelé parce qu'une vidéo d'Erika avec Trump est apparue. Et il faut être invité. Et je me suis dit, comment ai-je bien pu être invité? Et à ce jour, je ne sais toujours pas comment j'ai pu être invitée à ça, ni quelles photos ils avaient de moi. Intéressant. Maintenant, je me trompe encore. D'accord, donc tu as eu le bébé et qu'est-ce qui était étrange cette nuit-là? D'accord, la veille au soir, D'accord, comme je l'ai dit, ils ont des mères de maison et je ne me souviens plus des détails. Mais je me souviens qu'ils faisaient, tu sais, ils mettaient la sonde et écoutaient les battements du cœur, à peu près. Et ils regardaient, tu sais, ils faisaient l'échographie. D'accord. À ce jour, j'ai eu, tu sais, 4 autres enfants avec plein d'échographies. Donc, je sais que ce qu'ils faisaient me paraissait bizarre parce que tout allait bien cette nuit-là. Et puis, ils m'ont déplacée, ce qui était étrange. Ils m'ont déplacée dans une autre chambre, toute seule. À ce moment-là, il y avait une autre fille avec moi. Il y a toutes ces filles, des filles différentes là-bas. Et certaines ne parlent même pas anglais. D'accord? Quel âge ont-elles? Désolée, combien de filles vivent dans cette maison? Euh, à l'époque, il y en avait environ entre 12 et 15 dans une maison. Mais tu parles de filles âgées de 12 à, disons, 21 ans, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais la plus jeune, mais Et certaines d'entre elles ne parlaient pas anglais? oui, il y avait quelques filles, tu sais, elles ne parlaient pas anglais, mais on n'avait pas le droit de... C'est une autre chose. On n'avait pas le droit, genre, de parler aux autres filles. On avait seulement le droit... Certaines filles étaient d'un côté précis du couloir, d'autres filles étaient de l'autre côté du couloir. À l'époque, on devait soit appeler en PCV, soit utiliser des pièces de 25 cents. Sur un téléphone public, tu vois, ils ne nous laissaient pas utiliser les téléphones normaux. Ils nous traitaient comme des esclaves. Mais le lendemain matin, c'est comme s'ils savaient qu'il allait arriver quelque chose à mon bébé ou quelque chose comme ça. Parce que le lendemain matin, je n'avais plus de battement de cœur non plus et j'ai dû y aller. Mais ce qui est étrange, c'est leur fille. C'est une autre chose à laquelle j'ai pensé. Leur fille est un grand médecin à Liberty ou dans une université. Un hôpital à Lynchburg, en Virginie. D'accord. Et à l'époque, si je me souviens bien, leur fille était comme l'une des mères de maison. D'accord. Et je me demande si leur fille n'était pas comme mon infirmière ou la dame infirmière.
Il m'a donné quelque chose pour faire une fausse couche parce que, tu vois, le truc, c'est qu'ils nous ont forcés à abandonner le bébé parce qu'ils touchaient de l'argent pour l'adoption. C'était une sorte de réseau d'adoption. Je n'en savais rien. Mais Mon truc, c'est que je n'arrêtais pas de lui dire non, je voulais garder mon bébé parce que j'avais un neveu de 3 ans et je m'étais occupée de lui. Je pensais que je pourrais être mère. Ce n'était pas pour moi. D'accord. Honnêtement, j'étais trop jeune. D'accord. Mais quand même, j'ai des questions parce que maintenant, je vois plein de choses et je me demande pourquoi toutes ces vidéos apparaissent sur mon fil d'actualité. sans raison, tu vois. Je peux te poser une question? Bien sûr. Tu es en train de dire que tu as fait une fausse couche? Oui, mais j'étais plus avancée et ils n'arrêtaient pas de me le dire. Je devais me dépêcher de me décider et de prendre une décision parce que je manquais de temps. Je dois me dépêcher. Et je me disais, pourquoi dois-je me dépêcher? Me dépêcher de quoi? Me dépêcher de quoi? Décider si je veux faire adopter le bébé. Ils n'arrêtaient pas de me montrer des dossiers avec des visages de gens. Voulez-vous que votre bébé soit avec cette personne ou voulez-vous l'élever vous-même quelque part dans la rue? D'accord. Et voici une question pour vous. À quel stade de la grossesse étiez-vous lorsque vous avez fait une fausse couche? Vous savez, je posais justement la question à ma mère. Et pour être honnête, j'ai appelé là-bas pour essayer de me retrouver, pour connaître les dates. Et je n'arrive même pas à me trouver dans leur système. C'est une autre chose étrange. C'est vraiment effrayant. J'ai appelé là-bas ces dernières semaines juste pour obtenir des informations sur moi-même. J'ai même appelé mon propre agent de probation qui me rappelait hier soir. Il m'a en fait donné des informations et il m'a dit, vous savez, à l'époque, je n'étais pas un mauvais gamin. Je séchais juste les cours parce que je restais à la maison pour dormir. Ma mère a eu des ennuis à cause de ça, envoyée en centre pour mineurs pour ça. Désolée. Attends, mais je veux juste qu'on reste sur l'histoire, juste pour rester concentré. Le problème. Tu ne sais pas de combien de semaines tu étais enceinte quand tu as fait une fausse couche? Eh bien, je peux te dire que j'étais probablement... En fait, ils ont dû provoquer l'accouchement. J'ai dû accoucher. Donc, si ça peut t'indiquer, j'étais enceinte de plus de 3, 4 mois. J'étais à plus de... Alors, laisse-moi te dire ce qui est vraiment intéressant dans cette conversation en particulier. Eh bien, l'Université Liberty est impliquée et tu entends, elle a craqué, pleuré plusieurs fois au cours de la conversation. Il y avait manifestement une vraie douleur là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle m'a dit par la suite que même si elle peut retrouver tous ses dossiers judiciaires, l'Université Liberty, c'est un peu comme, tu sais, maintenant tout est électronique. On parle des années 90, on ne peut pas te retrouver, on ne peut pas te retrouver. Tu as eu un bébé dans une maison quand tu avais 13 ans et on ne peut pas te retrouver. Au fait, où est enterré le bébé? J'ai posé cette question à elle et elle a dit que ce qui s'est passé après qu'elle ait accouché, c'est qu'ils ont appelé sa mère et ils ont dit qu'elle devait partir. J'ai dit, comment sais-tu que le bébé était mort? Tu es en train de me dire qu'ils t'ont déplacé dans une chambre et qu'ils ont provoqué l'accouchement après que tu aies dit, je ne veux pas abandonner mon enfant. Ils ont provoqué l'accouchement. Ils t'ont dit à toi, une enfant, qu'il n'y avait plus de battement de cœur. Étrangement, juste après que tu as pris la décision de ne pas donner ton enfant à l'adoption. Tu avais l'impression d'être sous pression. Maintenant, il n'y a plus de battement de cœur. Ils ont provoqué l'accouchement après. Tu ne vois jamais ton fils, elle a dit qu'elle avait eu un fils. Elle n'a jamais rien vu. Ils disent à ta mère qu'elle doit venir te chercher au plus vite. C'est ce qu'elle continue de me raconter. Parce qu'ils ne voulaient pas que les autres jeunes femmes soient traumatisées en apprenant qu'elle avait fait une fausse couche. Alors, dans la nuit, sa mère fait la route, vient la chercher, l'emmène enterrement. Y a-t-il une pierre tombale? Que se passe-t-il lorsqu'il y a un accouchement provoqué à Liberty University? C'est incroyable. Maintenant, pourquoi a-t-elle été bouleversée en entendant Erika parler du concours de beauté de Trump? Pour vous relier ce point, c'est parce qu'Erika avait dit « Il faut soumettre vos photos ». Eh bien, elle rentre chez elle. Elle est encore adolescente et 2 ans plus tard, elle reçoit une invitation pour rejoindre le monde des concours de Trump, mais elle ne sait pas comment ils ont eu sa photo. Elle ne sait pas comment ils ont eu sa photo. Elle ne prenait pas de photos. Elle n'essayait pas d'entrer dans le monde des concours de beauté. Et c'est ça qui l'a troublée et lui a fait se dire
Attendez une seconde, comment ont-ils eu ma photo? Pourquoi prenaient-ils ces photos bizarres? Elle n'a jamais dit qu'elles étaient à caractère sexuel, d'ailleurs. Je suis sûre qu'ils lui ont probablement dit à l'époque, dans cette maison, quelque chose comme « C'est pour qu'on puisse soumettre ta photo aux familles chrétiennes adoptives » ou quelque chose du genre. Mais ça lui a paru un peu étrange d'avoir reçu cette invitation à rejoindre le monde des concours Trump. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont suivi notre série sur Epstein, nous en avons parlé. Xavier Poussard a montré que c'était l'un de ses procédés. Jeffrey Epstein, l'homme d'Israël, allait chercher des organisations où de nombreuses jeunes femmes passaient et il y injectait de l'argent, comme Victoria's Secret, et peut-être que du trafic s'y produisait, non? Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire des concours de beauté, c'est du trafic sexuel d'enfants. C'est le monde des forains, c'est P.T. Barnum et Bailey en Amérique. Ce qui se passait dans les carnavals, historiquement parlant, c'était des choses très sombres. Des choses vraiment très sombres. Bref, au cas où vous ne croiriez pas l'histoire, parce qu'on sait ce qui va se passer ensuite, ils font le coup de Mitch Snow. Oh, elle est folle. Elle invente tout ça. Tout ça n'est qu'une illusion. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe en fait toute une série de podcasts qui enquêtent actuellement sur ce programme de parrainage à Liberty University. Et ces femmes ont fait un travail incroyable, tellement remarquable, que cela a même été repris localement en Virginie par ABC News. Écoutez ça. Le Liberty Godparent Home, un lieu destiné aux jeunes femmes enceintes et célibataires, se défend contre des accusations de coercition et de manipulation. Un nouveau podcast intitulé Liberty Lost affirme que certaines des jeunes femmes se sont senties poussées à confier leurs enfants à l'adoption. Rachel Branning d'ABC, 13 enquêtes. Le Liberty Godparent Home est niché sur Liberty Mountain Drive. La maison de maternité a été fondée par Jerry Falwell Sr. dans les années 80 dans le cadre d'un ministère pro-vie à l'église baptiste Thomas Road. Aujourd'hui, c'est le point central du podcast Liberty Lost. Qu'est-ce qui vous a inspiré à enquêter là-dessus au départ? Depuis 2 ans, j'enquête sur la maison de maternité après avoir pris contact avec plusieurs résidentes qui y sont passées en tant qu'adolescentes enceintes, à la fois dans les années 1990 et en 2008. L'une de ces résidentes, Abby Johnson. À 16 ans, elle est tombée enceinte. Découvrir que j'étais enceinte a été traumatisant et choquant. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel j'étais préparée mentalement, socialement, émotionnellement. Ses parents l'ont envoyée à travers le pays à la Liberty Godparent Home avec la promesse d'une bourse pour la Liberty University. Après que tout a été dit et fait, je ne peux vraiment pas décrire le sentiment d'abandon, de peur et de dissociation que l'on ressent quand sa famille vous abandonne, tout en appelant cela quelque chose de bien pour vous, en disant que c'est un plan. Johnson dit qu'elle voulait garder son fils. Cependant, elle avait le sentiment que la maison avait déjà pris la décision d'opter pour l'adoption. Avez-vous déjà vraiment eu l'impression d'avoir le choix? Non, j'ai eu l'impression d'être placée dans des situations vraiment terrifiantes où l'on me donnait l'occasion d'expliquer à un adulte qui avait un avis différent comment je pensais pouvoir m'en sortir. La Godparent Home a refusé ma demande d'entretien, mais a envoyé une déclaration disant en partie, je cite, « Notre personnel et nos bénévoles travaillent sans relâche dans ce ministère et se sont forgés une réputation de voix de confiance et de ressources ministérielles dans la communauté. Ils ont traité chaque personne ayant sollicité de l'aide avec compassion et intégrité. Vous êtes-vous senti soutenu d'une quelconque manière par les personnes au sein de la maison? Non, j'ai eu l'impression d'être sans cesse repoussée. Raphaël dit qu'en théorie, les foyers pour femmes enceintes sont une bonne chose. Ces femmes auraient dû être soutenues et se voir offrir de vraies options pour garder et élever leurs enfants si c'est ce qu'elles souhaitaient faire. Mais elle dit que la Godparent Home ne devrait pas avoir de lien avec une agence d'adoption. Selon les registres de la ville, la Godparent Home et l'agence d'adoption Family Life Services partagent la même adresse. D'après leur site internet, la Thomas Road Baptist Church a fondé Family Life Services. Je les ai contactés plusieurs fois pour un commentaire sur les allégations du podcast. Nous voulons juste nous assurer de présenter tous les aspects de cette histoire. Mais je n'ai pas eu de réponse. Johnson et Raphaël disent que, pour elles, prendre la parole ne suffit pas. C'est la voie à suivre. Aider les gens à sentir qu'ils ont une voix, qu'ils ne sont pas oubliés. J'ai également contacté la Godparent Home. J'ai demandé s'ils pouvaient me mettre en contact avec des résidents ayant eu une expérience positive dans la maison.
Mais à ce stade, je n'ai pas encore reçu de réponse. Je vous rends l'antenne. J'imagine que je répondrai à cela en disant oui, de nombreuses personnes ont eu une expérience positive. Et encore une fois, la femme à qui j'ai parlé, comme vous pouvez le voir, elle était là à l'époque de Jerry Falwell Sr., dont nous allons parler dans un instant, parce que je vais encore plus relier les points pour vous. Vous savez, ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes tous sentis, pour une raison ou une autre, spirituellement mal à l'aise en regardant Amfest, n'est-ce pas? Tim Dillon a vraiment bien exprimé ce sentiment que cela ressemblait à autre chose. C'est comme s'il ne cessait de répéter que tout cela concerne Dieu et le Seigneur. Et c'est presque comme s'ils essayaient de transformer Charlie en une figure messianique. Et pourtant, nous avons ressenti de l'obscurité là-bas. Nous avons ressenti de l'obscurité. Nous avions l'impression que tout cela concernait en réalité l'argent. Nous avions l'impression d'être trompés. Nous avions l'impression d'être à une convention de Las Vegas. Et j'en ai parlé tout au long de l'année dernière, même avant que Charlie Kirk ne soit assassiné. J'ai consacré beaucoup de temps dans ce podcast à vous parler de ce vernis de christianisme, l'opération Mocking Pastor, comme nous l'avons appelé. Et nous les avons vraiment vus intensifier cela après l'assassinat de Charlie Kirk. Ces influenceurs. Eh bien, c'est le Seigneur. C'est ce que le Seigneur voudrait. Oui, nous allons en parler davantage. Et je vais vous en dire plus sur la fondation de Liberty University juste après une courte pause. Eh bien, c'est certainement une époque particulière. En Amérique, nous avons connu une inflation galopante, une dette nationale en plein essor, une volatilité des marchés, des guerres sans fin, des faillites bancaires et oui, même des assassinats. Je pense qu'il est important de veiller sur soi-même et de protéger ce qui compte pour vous. Et il en va de même, bien sûr, pour votre argent et vos économies. C'est pourquoi je me suis associée à une excellente entreprise de métaux précieux qui s'appelle Goldco. Ils ont aidé des dizaines de milliers d'Américains à protéger leur argent avec de l'or et de l'argent. Cela m'aide personnellement et ils soutiennent cette émission. Goldco est spécialisé dans l'aide aux personnes pour protéger leurs économies avec des actifs réels, l'or et l'argent, et ils rendent cela très simple. Vous pouvez visiter CandiceLikesGold.com pour en savoir plus. Vous recevrez gratuitement un kit or et argent 2026 et vous pourriez bénéficier jusqu'à 10% de bonus en argent ou en or offert, mais seulement dans la limite des stocks disponibles. Alors rendez-vous sur CandiceLikesGold.com, encore une fois, CandiceLikesGold.com. Si vous êtes maman, prendre soin de vous signifie généralement finir votre café tant qu'il est encore chaud, peut-être. Entre le travail et quelqu'un qui a toujours besoin d'un goûter, rester en bonne santé peut sembler n'être qu'une chose de plus à ajouter à la liste des tâches. C'est pourquoi j'adore Armra Colostrum. Armra Colostrum est la solution originelle de la nature. Il est riche de plus de 400 nutriments bioactifs qui renforcent la santé intestinale et le système immunitaire pour bâtir la résilience au niveau cellulaire. Parce que lorsque vous investissez dans votre santé, vous investissez dans votre capacité à être présent, à penser clairement et à garder le contrôle, peu importe ce que la vie vous réserve. Si vous cherchez un moyen simple de prendre soin de vous tout en prenant soin des autres, nous avons négocié une offre spéciale pour mes spectateurs. Vous bénéficierez de 30% de réduction sur votre première commande d'abonnement en visitant Armra, c'est-à-dire armra.com, /Candice, et vous pouvez entrer le code Candice lors du paiement pour obtenir 30% de réduction sur votre première commande d'abonnement. C'est armra.com /Candice. Revenons donc à Liberty University. Comme je vous l'ai déjà signalé, il y a quelque chose de très problématique avec ces méga-églises en Amérique. Il y a quelque chose de très mauvais, presque ce que j'appellerais le Christian Inc. Ces influenceurs chrétiens, soudainement, on dirait qu'ils commencent à buguer un peu, non? Il s'est passé quelque chose l'année dernière et on se dit « Ah, je t'aimais bien avant, et maintenant tu sembles buguer à l'intérieur de cette matrice. » Vous nous dites que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous semblez trop investi dans certains récits. Soudainement, cela commence à ressembler à une opération psychologique orchestrée par Israël, parce que vous êtes un peu passé à côté. Si votre image repose sur le christianisme, mais que vous avez choisi de rester silencieux face aux atrocités d'Israël à Gaza, ce n'est probablement pas une question de christianisme, n'est-ce pas? La Bible est claire. Tu ne tueras point d'enfants, surtout si je pouvais ajouter des enfants, et surtout des âmes innocentes. Et pourtant, il reste remarquablement silencieux sur la question de Charlie Kirk. Ils étaient plus en colère contre Candace Owens qui enquêtait sur l'affaire que contre le FBI. Aucun intérêt. Il faut l'arrêter, n'est-ce pas? Éteignez-le. Comment osez-vous dire qu'il est catholique? Voilà le problème.
Affirmer quoi que ce soit au sujet du catholicisme est faux. Bug, bug. Oh, Josh Hammerman, je peux vous dire que c'est une personne formidable. Bug, bug. Je suis désolé, j'ai menti. Ne devriez-vous pas simplement pouvoir appeler un chat un chat? Non, ils ne peuvent pas car ils représentent autre chose. Je tiens à être clair, j'ai pris la parole à l'Université Liberty à plusieurs reprises et je vous assure que je n'ai jamais songé une seule fois à me renseigner sur leurs origines. J'étais simplement tellement ravie qu'il existe une université chrétienne en général et ils m'ont vraiment impressionné lorsque j'y ai pris la parole. Et je ne cherchais pas, je suppose, quelque chose de plus profond. Je ne voyais pas non plus comment j'étais manipulée de différentes manières au début de ma carrière politique. J'ai été surpris d'apprendre que Liberty University était autrefois en difficulté, puis qu'elle a reçu énormément de financement. Honnêtement, l'histoire de la façon dont elle est devenue l'université qu'elle est aujourd'hui est assez intéressante. Quelqu'un m'a envoyé un email et a écrit, je cite, « Bonjour Candace, je suis en train de lire The Israel Lobby de John Mearsheimer. » Et dans le livre, il est question de la façon dont le gouvernement israélien a offert à Jerry Falwell, le fondateur de Liberty University, Jerry Falwell Sr., une période de 2 ans. Un jet de 2 millions de dollars en 1979, ce qui, ajusté à l'inflation, équivaut à environ 10 millions de dollars. Et cela visait à obtenir le soutien des évangéliques en Amérique. Je me suis dit que cela pourrait être utile pour votre analyse approfondie d'Israël. Achetez les évangéliques. Fin de citation. Oh, c'est intéressant. Ce conseil semble effectivement être quelque chose que je devrais explorer. C'est probablement utile. Et c'est vrai. Jerry Falwell Sr., je devrais vous le dire, a connu une conversion assez radicale au christianisme et il était chrétien lorsque Israël est devenu une nation en 1948. Or, avant cela, c'était, selon le Washington Post, il venait d'une famille qui avait clairement quelques problèmes. Son père, un homme nommé Kerry Hezekiah, était un ivrogne. Et il était contrebandier d'alcool, d'accord? Il était contrebandier d'alcool et ivrogne, et il s'est battu une fois avec son frère. C'était littéralement son frère. Il s'appelait Garland et il l'a abattu. Et pour être encore plus clair ici, son père n'était pas seulement un contrebandier d'alcool. Kerry n'était pas seulement un contrebandier d'alcool. Il était aussi un passeur et un trafiquant, d'accord? Donc il faisait semblant d'être simplement un propriétaire d'entreprise qui gérait une chaîne de stations-service. Apparemment, mais en réalité, il utilisait ses camions-citernes pour faire passer en contrebande du whisky frelaté aux États-Unis pendant la Prohibition. Ça rappelle un peu Trognoli quoi, tu vois, alors qu'on commence la saison 2 de Devenir Brigitte. Je me dis, waouh, beaucoup de gens faisaient de la contrebande vers l'Amérique. Bref, je ne cesse de vous dire que les gens qui nous gouvernent, ceux qui ont ces énormes plateformes, ne sont pas plus intelligents que nous. Ils sont juste plus corrompus que nous. Ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Et ils sont vraiment les héritiers des gangsters, pour revenir à Kerry. Après avoir tué son frère d'une balle, il est devenu un alcoolique plutôt invivable. Un jour, son employé, c'est une histoire vraie. Comme l'a documenté Rolling Stone, son employé est resté chez lui malade un jour, alors Falwell s'est énervé. Il a décidé d'attraper le chat que l'homme adorait, il a tué le chat, puis il l'a cuisiné, et ensuite il a livré les restes du chat chez l'employé pour le déjeuner. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le titre miniature « Ne déconnez pas avec les chats » parce que maintenant, il faut qu'on trouve l'assassin de Charlie Kirk pour ceux d'entre vous qui ont vu cette série. Maintenant, selon Forbes, il a aussi déjà jeté un homme dans une cage à ours après s'être disputé avec lui dans l'un de ses restaurants. Donc oui, il avait vraiment un passé haut en couleur. Comme je l'ai dit, ces gens-là sont des gangsters. En 1948, l'année même où Israël est devenu une nation, Kerry Hezekiah est mort de cirrhose du foie. Et son fils, Jerry Falwell Sr., a connu une conversion immédiate et radicale au christianisme. Contrebande, trafic, contrebande, que le diable les emporte. Car son activité allait désormais consister à exercer un ministère pastoral. Il devint télévangéliste et fonda le Lynchburg College en 1971, qui allait finalement prendre le nom de Liberty University, l'université Liberty que nous connaissons aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. En 1979, Jerry Falwell Sr., j'ai reçu un Learjet en cadeau du fondateur du parti Likoud, alors premier ministre d'Israël, Menachem Begin. C'est plutôt sympa de la part d'Israël, mais je me demande toujours en échange de quoi. Genre, en échange de quoi? Parce que ça me rappelle un peu comment Bibi Netanyahou voulait faire passer Turning Point USA à la vitesse supérieure.
Il a proposé de faire passer Turning Point USA à la vitesse supérieure. Charlie Kirk a refusé, mais apparemment personne dans les médias traditionnels ne s'intéresse à la question de savoir pourquoi il voulait faire passer Turning Point USA à la vitesse supérieure. Quel rapport entre Israël et les jeunes évangéliques, une organisation de jeunes évangéliques? Aussi, comment? C'est ma grande question. Comment exactement comptait-il faire entrer cet argent dans Turning Point USA? Je suppose qu'il n'allait pas simplement faire un chèque en blanc au nom du parti Likoud. Il allait sûrement accomplir cela par l'intermédiaire d'autres personnes et de leurs organisations, non? Parce qu'Israël ne se salit jamais les mains s'ils peuvent l'éviter. C'est d'ailleurs la leçon d'hier. Vous employez des chrétiens pour faire votre sale boulot? Et j'ai obtenu un autre indice grâce à un autre courriel que j'ai reçu concernant l'Université Liberty. Le message dit « Salut Candace, j'ai quelques liens qui pourraient être importants pour ton enquête concernant les liens entre le scandale Iran-Contra et l'Université Liberty. Pour rappel, le scandale Iran-Contra était un scandale de trafic d'êtres humains impliquant notre gouvernement, la CIA et bien sûr le Mossad. Jeffrey Epstein était impliqué dans le scandale Iran-Contra si l'on en croit le Mossad. C'est ainsi qu'ils l'ont d'abord fait entrer, en faisant passer des armes par l'Amérique du Sud. Et la CIA et le Mossad se sont fait prendre en train de s'impliquer. Ils essayaient de contrôler ce qui se passait en Amérique du Sud. Et oui, ils armaient des gens pour prendre le contrôle de pays. C'est un peu ce que fait notre CIA. Bref, la raison pour laquelle cela concerne l'Université Liberty, c'est que, pendant le scandale Iran-Contra, comme l'explique l'email, un homme nommé Sun Myung-moon, un chef de secte évangélique nord-coréen, a aidé la CIA dans ses soi-disant efforts anticommunistes. C'est ainsi qu'ils ont construit ce qu'ils faisaient pendant le scandale Iran-Contra en Amérique centrale. Il utilisait son réseau logistique à travers les églises pour aider les contrats via son église de l'unification. Il a connecté et leurs organisations affiliées comme la Causa. Et il s'occupait aussi des relations publiques pour l'administration Reagan concernant l'implication des États-Unis en Amérique centrale à travers son journal The Washington Times. D'accord, donc ce qui est important, c'est que ce Sun Myung-moon allait plus tard sauver Liberty University. La personne dans l'email a dit qu'il s'agissait d'un montant d'environ 20 à 40 millions de dollars au milieu des années 1990. Je trouve cela extrêmement intéressant. Je veux dire, désolé, cette personne m'a écrit. Je trouve extrêmement intéressant que le même chef de secte évangélique qui a travaillé avec des agences fédérales et a profité du scandale Iran-Contra ait également sauvé financièrement Liberty University. Et maintenant, il se pourrait que Liberty University soit liée à la base militaire de trafic de drogue à laquelle il fait référence Fort Huachuca. C'est la raison pour laquelle il a envoyé l'email évoquant Fort Huachuca. C'est effectivement intéressant, je dirais, parce qu'on a une histoire où les fédéraux font passer clandestinement le christianisme. Ouais, Israël, Corée du Sud. Tout cela s'est-il vraiment passé? Oui, c'est vraiment arrivé. Et le Washington Post a publié un excellent article décomposant ce qui est devenu connu sous le nom de la secte Moon, un article qu'ils ont publié en 1997, alors que cette secte commençait à décliner, ou du moins que leur pouvoir commençait à s'estomper ici en Amérique. Et c'est stupéfiant, parce que si vous fermez les yeux et imaginez, vous commencez à voir Turning Point USA et Turning Point USA. La foi, tout ce que j'ai décrit, je n'ai cessé de dire depuis le tout début que ce qui n'allait pas chez Turning Point USA, c'était cette poussée de la foi. Je vous l'ai dit et je vais vous montrer que ces avions égyptiens, je vous l'ai montré en partie, suivaient Turning Point USA. La foi, c'est pasteur? D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ces soi-disant avions égyptiens? On dirait en fait qu'ils vont à Gaza. Je vais donc vous lire des extraits de cet article concernant l'initiative du révérend Sun Moon. Son Église de l'unification, il s'est lui-même déclaré simplement comme un messie. Alors, quand on commence à voir qu'ils essayaient de présenter Charlie comme une figure messianique et que tout est devenu d'une certaine manière une question d'argent, en réalité, ils ne se soucient pas de Charlie. C'est comme, combien d'argent peut-on gagner? On va monter la tente. On va y arriver, les gens, tenez, voilà ce fichu micro. On le met dans un truc. On dirait, comme je l'ai dit, une séance de spiritisme. Pourquoi ne pas imaginer cela pendant que je vous parle de ce que l'Église de l'unification de Sun Moon a établi, ou plutôt accompli en Amérique? Et oui, lié à l'affaire Iran-Contra, à Israël et à l'injection d'argent dans la Liberty University.
D'accord, maintenant on nous dit que l'Église de l'unification était en déclin en tant que religion aux États-Unis, mais qu'elle reste néanmoins une entreprise solide et diversifiée. Encore une fois, nous sommes en 1997, surtout dans la région de Washington, où le mouvement contrôle plus de 300 millions dans des entreprises commerciales, politiques et culturelles. On nous dit que les organisations possédées ou parrainées par Moon et son cercle rapproché de disciples coréens et américains détiennent des propriétés s'étendant de Prince George à Fairfax County, selon les registres fonciers, d'entreprise et de justice. Ce vaste et déconcertant conglomérat multinational pourrait être appelé Moon Inc. C'est un ensemble tentaculaire d'églises, de fondations à but non lucratif et de sociétés de portefeuille à but lucratif dans la région de Washington. L'investissement de l'Église de l'unification est un rouage important d'une machine mondiale que Moon utilise pour renforcer sa crédibilité, diffuser sa doctrine spirituelle et gagner de l'influence politique selon des membres actuels et anciens de l'Église. Au fur et à mesure que le mouvement de l'unification est passé de la vente de roses au coin des rues à la prise de contrôle d'une chaîne câblée nationale, la capitale du pays est devenue l'épicentre des avoirs de Moon aux États-Unis. Des avoirs. Cela inclut notamment le Washington Times. Le journal Washington Times, une société de production vidéo, une vieille église majestueuse autrefois fierté des Mormons sur la 16e rue Nord-Ouest, ainsi que des biens immobiliers dans la région de Washington appartenant à l'église. Selon les registres fonciers et d'entreprises, la valeur de ces sociétés affiliées ou des hauts responsables de l'église dépasse les 200 millions de dollars. Beaucoup de biens immobiliers. Je vous le disais, le tournant, c'est l'entrée dans l'immobilier. C'est très intéressant. Ils se lancent dans l'immobilier, d'après une information que j'ai reçue, parce qu'ils vont apprendre aux jeunes conservateurs comment acheter des maisons, j'en suis sûre. Tyler Boyer mène la charge. Washington sera au centre du mouvement mondial d'unification cette semaine, car des organisations soutenues par Moon vont organiser une série de conférences académiques. Et le Festival mondial du sport et de la culture se terminera samedi par un mariage de masse au stade RFK. Le messie autoproclamé sud-coréen est devenu de plus en plus véhément. Au sein du mouvement d'unification, les entreprises spirituelles et commerciales de Moon sont considérées comme faisant partie d'un tout unifié. Les idées sans l'argent pour les soutenir ne sont que des rêves. Fin de citation, a déclaré Richard Rubinstein, le président de l'université de Bridgeport contrôlée par le mouvement. La branche commerciale est considérée comme le moteur qui finance la mission de l'Église. Je vous le dis, c'est presque mot pour mot. Si vous lisiez des déclarations à propos de Turning Point USA et de leurs filiales, nous avons besoin d'argent pour accomplir notre travail. C'est ce que nous allons faire, ce sera le 501, le 501 et Turning Point Action. C'est là que tout va se rassembler. Il poursuit en nous disant que, depuis les années 1970, Moon a acquis sa plus grande notoriété dans ce pays, non pas grâce à son Église, mais avec The Times, le quotidien à 100 000 exemplaires qui concurrence le Washington Post. Mais le journal est devenu une voix reconnue de l'Amérique conservatrice au-delà du Times. Les entités affiliées à Moon sont reliées par un réseau complexe d'administration croisée et alimentées par un flux apparemment inépuisable d'argent en provenance d'Extrême-Orient. Cela leur a permis d'acheter de nouvelles entreprises et même d'aider à renflouer la Liberty University du révérend Jerry Falwell, alors en difficulté. Encore une fois, nous sommes en 1997. Des dirigeants d'entités liées à l'unification ont reconnu que l'argent provenant du Japon et de la Corée alimente leurs activités aux États-Unis. Opération. Mais l'ampleur et le mécanisme de ces paiements, ainsi que leurs sources exactes, ont échappé aux enquêteurs sur 3 continents au cours des 3 dernières décennies. Laissez-moi ralentir un peu pour vous. Donc, vous êtes en train de me dire, nous avons une organisation religieuse avec une branche politique qui s'étend jusque dans les églises évangéliques, qui travaille avec Israël et aide la CIA. Elle a, à un moment donné, fait transiter des armes par des églises en présence de leur propre église. Et maintenant, vous me dites que lorsqu'ils ont commencé à enquêter sur la provenance de cet argent, ils n'arrivent pas à comprendre comment il provient du Japon et de la Corée. Et n'était-ce pas le dernier voyage de Charlie? Pas vraiment. Il est allé en Corée. Nous allons y venir. Puis, après son voyage en Corée et sa rencontre avec le pasteur, ce dernier a été arrêté. Nous y reviendrons. Puis après son séjour en Corée, il est allé au Japon. Je dis juste que le passé commence à ressembler à un prologue. Pourquoi Charlie se préparait-il à quelque chose? Quel rapport Charlie Kirk a-t-il avec la Corée?
Un tournant dans la foi qui t'a poussé vers la Corée. Il se passe beaucoup de choses en Corée du Sud d'ailleurs. Franchement, j'ai éclaté de rire en voyant cet article sur la création soudaine d'un musée de l'Holocauste. Je me suis dit, voilà, le quartier est fichu. Est-ce qu'on a cet article? Oui, des sionistes chrétiens sud-coréens ont ouvert le premier musée de l'Holocauste du pays. Je devrais ajouter ça à ma chronologie parce que voilà, le quartier est fichu. Nous arrivons. Vous ne pouvez rien remettre en question. On va t'appeler Hitler. Désolé, Corée du Sud, vous êtes cuit. D'accord. Bref, revenons à cet article avant de vous montrer ce qui s'est passé lorsque Charlie est allé en Corée et qu'un pasteur a ensuite été arrêté. Cela nous indique que Moon Inc. Pardon, laissez-moi inverser la phrase. Mauvais côté. Les entreprises de Moon existent pour plusieurs raisons. Les dirigeants de l'Église et les critiques sont d'accord. Employer des membres, gagner de l'influence dans des secteurs que Moon considère comme cruciaux et soutenir l'agenda spirituel et politique de Moon. Parfois, ce soutien est direct, comme lorsque les organisations à but non lucratif de Moon contribuent à des causes politiques et sociales conservatrices par des dons financiers, du personnel et de la publicité. Et parfois, c'est indirect, comme lorsque des groupes parrainés par la Lune organisent des conférences universitaires, religieuses et culturelles, invitant des professeurs, des membres du clergé, des dirigeants de médias et d'autres influenceurs à des réunions, tous frais payés. Oh, ça me fait penser à Turning Point USA Faith. Je vous avais dit qu'ils allaient organiser ce sommet des pasteurs. Ils allaient réunir tous ces influenceurs sionistes chrétiens. Entraînement. Ils ont organisé un sommet de pasteurs dirigé par Rob McCoy. Comme je vous l'ai montré avec Sean Foyt, ils allaient diriger tout cela en injectant de l'argent. C'est ce qui faisait grandir Turning Point Faith, qui a été créé à partir de Liberty University. Donc cela me semble particulièrement pertinent. Il est ensuite précisé qu'ils organiseront une conférence sur l'essence des fondateurs religieux. C'est un homme qui était un ancien prêtre catholique. Il s'appelait Borderland. Il dit, je cite, qu'ils organiseront une conférence sur l'essence des fondateurs religieux comme Bouddha, Jésus. Et puis Moon réunit une salle pleine d'universitaires pour s'asseoir là. Il se fait photographier avec eux. Ils gagnent en crédibilité. Ils pourront tenir leur conférence. C'est un vrai bazar. Fin de citation. Borderland, comme beaucoup d'autres ayant bénéficié de la généreuse manne de Moon, n'a jamais réussi à démêler le dédale d'organisations qui composent Moon. Inc., il déclare, je cite, « Mon argent ne provient jamais de l'Église elle-même. C'est toujours une histoire d'international ou quelque chose du genre. » C'est intéressant. Parce que lorsque nous avons commencé à enquêter sur l'opération Mocking Bastard, nous avions cette piste selon laquelle cela venait de l'une de ces fraternités, fraternité internationale ou peu importe. Je vois JF. Je ne me souviens plus ce que c'était. Le fait est qu'il y a toutes ces fraternités internationales de chrétiens et de juifs et qu'ils injectent de l'argent avec un objectif explicite. En fait, tu seras très fier d'apprendre que quand je travaillais au Daily Wire, ils me proposaient des entreprises pour faire des lectures publicitaires et ils m'ont proposé la International Fellowship of Christians and Jews pour lire des publicités. Du coup, j'ai dit à mon producteur à l'époque, « Bon, c'est quoi exactement ça? Allons voir ça. » D'accord. Parce que j'avais le droit de refuser une lecture publicitaire si j'avais une objection morale, si je me sentais moralement opposée à cela. Donc, j'ai cherché à ouvrir le site web et en gros, c'était « Voici ce que vous, chrétiens, pouvez faire pour les Juifs. » Et j'ai dit « Ça ne ressemble pas à une fraternité. Donc non, je suis chrétien. Je vais me mettre au travail. On a plein de problèmes. Ils ne nous disent rien sur ce qu'ils vont faire au Congo ou comment ils vont aider. Avec tout ce qui se passe dans le monde, l'Arménie, alors pourquoi est-ce que je lirais simplement des pubs pour ça? Il se passe quelque chose avec cette organisation. D'ailleurs, ils ont des intérêts un peu partout. Bref, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils payaient ce type, mais ça ne venait pas vraiment de l'Église de Moon. Ça venait d'une organisation internationale ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on cache l'argent. On peut lire plus loin, dans un couloir, que la Coalition internationale pour la liberté religieuse, le groupe qui, selon Bordelon, signe ces chèques, partage aujourd'hui un bureau avec la Fédération des arts martiaux pour la paix mondiale et une société appelée Washington Times Aviation. La seule personne présente dans le bureau lors d'une récente visite était un homme coréen qui parlait peu anglais, disant « Je suis la Fédération des arts martiaux. Je travaille pour le père. » D'accord. Il nous dit ensuite que les entreprises de Moon à Washington vont d'une académie de ballet à une société de moulures architecturales en passant par des magazines.
Ils ont dit, je cite, « L'idée, c'était qu'on soit comme Disney, contrôlant toutes sortes de médias, travaillant au nom de Dieu. » Toujours, toujours. Paquette, dont le travail lui donnait accès à des informations financières sur plusieurs entreprises liées à l'Église, a déclaré qu'il pensait que pratiquement aucune de l'univers. Les opérations américaines de l'unification sont rentables. Vous avez toutes ces entreprises et aucune d'entre elles n'est rentable. D'où vient l'argent? Comment ça fonctionne, en fait? Et ça ne commence-t-il pas à ressembler au Seven Mountain Mandate, ces pasteurs? Il faut qu'on ait un intérêt culturel ici et là. Il faut qu'on soit partout. Et Turning Point va nous aider à y arriver. C'est très intéressant. D'où vient l'argent et où va-t-il? Était l'une des dernières questions de Charlie Kirk avant qu'il ne soit assassiné. Il a créé Doge pour trouver cette réponse. Ils ont décidé d'enquêter sur l'organisation Moon en 1978. En 1978, une enquête du Congrès sur l'organisation Moon a conclu que, je cite, « L'Église de l'Unification et de nombreuses autres organisations religieuses et laïques dirigées par Sun Moon constituent essentiellement une seule organisation internationale qui transfère librement de l'argent entre ces entités. » Les documents déposés auprès de la SEC montrent que l'argent destiné à Nostalgia, l'une de leurs sociétés, transite par une chaîne de sociétés qui aboutissent à leur unification. Église internationale. Il s'agit d'une opération verticalement intégrée, courante dans l'Empire de Moon. Il poursuit en nous disant « C'est ma citation préférée parce qu'elle dégage tellement l'ambiance des méga-églises. Vous trouvez 300 000 $ derrière un lavabo ou des toilettes. » Il nous dit, je cite le révérend, Moon envoyait des sacs d'argent liquide, de gros sacs bien remplis, des liasses et des liasses de billets de 100 $ depuis la Corée et le Japon jusqu'au Manhattan Center, le studio d'enregistrement de l'Église à New York, a déclaré Paquette. Chaque fois que nous demandions d'où venait cet argent, la réponse était qu'il venait du Père. D'accord, je pense qu'on a compris. Je suis sûr que c'était le cas. La richesse de l'Empire économique mondial de l'unification reste un secret bien gardé. Lawrence Ziliox, un détective privé qui a étudié l'Église pendant plus de 10 ans, a conclu à partir de documents de l'Église que l'Unification Church International, la principale société holding des entreprises de Moon aux États-Unis, dépassait les 500 millions de dollars au milieu des années 1980. L'homme qui a fait passer Moon Inc. au niveau supérieur. Mais la richesse de l'Église a toujours été centrée en Asie. Une analyse détaillée réalisée par le Far Eastern Economic Review en 1990 a estimé que les seules propriétés foncières de l'Église en Corée du Sud valaient plus d'1 milliard de dollars. Ces dernières années, cependant, plusieurs des entreprises coréennes ont perdu de l'argent, poussant les experts économiques locaux, tout comme leurs homologues américains, à se demander d'où vient l'argent. Charlie Kirk, d'où vient l'argent? Et où va-t-il? Charlie Kirk est en Corée, il est au Japon et on lui dit qu'il est là-bas, pour des raisons liées à la répression de la foi chrétienne. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit pour cette raison qu'ils l'ont fait venir. Je ne pense pas que ce soit pour cela qu'ils ont insisté pour que Charlie aille en Corée et à Tokyo. L'explication de longue date sur l'origine et la destination de l'argent, c'est que ce n'est pas la Corée, mais le Japon qui fournit la majeure partie de la richesse de l'Église. Jusqu'à 70%, estiment les observateurs de l'Église. Ils n'arrivent pas à élucider cela. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Pourtant, malgré des années de telles procédures juridiques et de difficultés financières, le mouvement de l'unification continue d'injecter des centaines de millions de dollars dans des entreprises existantes et de nouveaux projets à travers le monde. C'est tout simplement un puits sans fond d'argent. Personne ne sait d'où il vient. Selon les analystes économiques et les universitaires qui étudient l'Église, la tentative la plus ambitieuse de Moon dans le processus politique ces dernières années a été la American Freedom Coalition, un groupe conservateur qui a rallié un large soutien populaire au colonel Oliver L. North lors de l'enquête Iran-Contra. En plus d'environ 5 millions de dollars, les membres du mouvement de l'unification ont fourni le personnel qui a donné à la coalition sa force populaire. D'anciens membres de l'Église ont dit « Ah oui, bien sûr, il faut construire, il faut pouvoir aider les colonels, il faut un angle militaire ici. » Et donc, cela a été leur projet le plus ambitieux, construire quelque chose qui a réellement aidé les personnes impliquées dans l'affaire Iran-Contra. On nous dit aussi qu'en 1995, la Fédération des femmes a fait un autre don. C'est une autre branche de cette Église. Un don qui illustre comment Moon soutient ses camarades conservateurs.
Elle a accordé une subvention de 3,5 millions de dollars à la Christian Heritage Foundation, qui a ensuite racheté une partie de la dette de Liberty University, sauvant ainsi le révérend Jerry Falwell. L'école religieuse de Falwell à Lynchburg, en Virginie, était au bord de la faillite. Le Post a appris l'existence d'un soutien financier plus récent et direct de Moon à Falwell. L'année dernière, New World Communications, qui est la société mère du Washington Times déficitaire, a prêté 400 000 dollars à Liberty à un taux d'intérêt de 6 % selon le billet à ordre. Donc le but de tout cela, c'est que pour obtenir de l'argent, il s'agit d'une toile, c'est un système financier, une toile qui a pris 10 ans à un enquêteur sans qu'il ne parvienne à comprendre comment tout cet argent circule. Et c'est l'impression que ça donne. Turning Point USA est devenu un réseau financier très complexe, où l'argent entre et sort et où chaque dollar est dépensé. Et l'argent est restitué à certaines personnes. Et il y a des pots de vin. Et quand je lis ce qui s'est passé avec Moon Inc., j'ai l'impression qu'il s'agit d'un blanchiment d'argent très sophistiqué. Et je le compare à ce qui semble se passer aux États-Unis au tournant de la crise. On a l'impression que l'entreprise est devenue plus grosse que Charlie Kirk. Et puis, ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. Peut-être qu'on leur a proposé l'opportunité de devenir Moon Inc. Et peut-être, Charlie a dit non, peut-être. Bref, retour en Corée. Oui, le dernier voyage de Charlie. Il est allé rencontrer un pasteur. Et Charlie, la façon dont on a présenté la chose à Charlie, c'est qu'il souffrait, les chrétiens souffrent en Corée parce qu'ils veulent s'engager en politique et tu sais, les chrétiens veulent voter en fonction de ce qui les préoccupe. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit pour ça que les McCoy poussaient Charlie à aller en Corée, parce que, tu sais, ils viennent juste d'avoir un musée de l'Holocauste. Et je ne pense pas qu'il se soit passé grand-chose concernant l'Holocauste en Corée. On a l'impression que la Corée est peut-être en train de se faire infiltrer, comme l'Amérique l'a été. Je veux dire, on peut deviner à quel point l'infiltration est étendue en estimant à quel point l'éducation sur l'Holocauste est répandue, c'est ce que je dirais. C'est un peu la leçon que je retiens en y repensant et je me dis que c'est un peu étrange. On n'a pas appris ça à l'école. On a dû apprendre ça. Ouais, il faut d'abord s'imposer comme les victimes ultimes avant de faire régner une ambiance d'oppression ultime. Je ne sais pas. Bref, je vais te laisser lire, ou plutôt regarder. Voici le titre du Korean Herald. Comment un pasteur pro-Yoon a été arrêté pour avoir enfreint la loi électorale. Il a été arrêté en septembre, le 9. Pour te rappeler, Charlie était là les 4 et 5 pour la conférence Build Up Korea. Donc, quelques jours plus tard, il a été arrêté. Et la rhétorique qu'il utilisait est intéressante. C'est très intéressant. Regardez ce reportage. Désolé, Skyler. À l'international, nous suivons l'affaire du pasteur sud-coréen Yoon Bo-sun. Son emprisonnement a suscité des inquiétudes concernant la liberté religieuse en Corée du Sud. L'affaire a récemment attiré davantage l'attention lorsque son fils, Chance, a pris la parole en Arizona lors de l'Amfest de Turning Point USA. La correspondante en Asie, Lucille Toulouzan, s'est entretenue avec lui après cette intervention. Où il a parlé du cas de son père. Le pasteur Yoon Bo-seon reste incarcéré en Corée du Sud pour des accusations liées à la loi électorale et a attiré l'attention de l'administration coréenne en raison de sa position sur les vérités bibliques. Tout d'abord, je voudrais remercier CBN News d'avoir couvert l'affaire de mon père au moment où c'était le plus nécessaire. Et c'est à ce moment-là, je crois, que beaucoup de chrétiens, aux États-Unis en particulier, ont commencé à s'intéresser à l'histoire de mon père. Je pense que c'est une excellente occasion pour les Américains eux-mêmes de prendre conscience de ce qui est en jeu et de ce que nous devons faire en tant que frères et sœurs en Christ. En signe de soutien, l'organisation Advocates for Faith and Freedom a lancé une pétition pour un procès équitable dans l'affaire du pasteur Son. Le soutien des Américains ne cesse également de croître. Cela inclut feu Charlie Kirk, qui a rencontré le pasteur Son à Séoul lors d'une conférence. Mon père a pu partager ce qui se passe actuellement en Corée, en particulier avec les dirigeants chrétiens, y compris lui-même, ainsi que la possibilité que mon père puisse être arrêté. Et en fait, mon père a été arrêté 2 jours après avoir rencontré Charlie. Charlie s'est assuré d'utiliser sa plateforme et sa voix pour faire savoir au monde entier et à l'Amérique que cela se passe en Corée du Sud.
Et cela était important pour lui car c'était un exemple de ce qui pourrait arriver si nous ne défendons pas la vérité biblique. Alors, juste pour que vous sachiez, pourquoi a-t-il été arrêté? Eh bien, il a été accusé d'avoir enfreint la loi sur l'élection des fonctionnaires publics et la loi sur l'autonomie de l'éducation locale. Avant d'assister à une audience au tribunal lundi concernant le mandat d'arrêt à son encontre, un pasteur conservateur a participé à une manifestation. Cette manifestation était organisée par des groupes chrétiens, au cours de laquelle il a déclaré que l'État était, je cite, le même qu'Hitler et les nazis. Fin de citation. Et son arrestation serait une confirmation de son affirmation selon cet article. Il a crié que Lee Jae-myung doit mourir pour que la Corée vive. Combattre les nazis, les gars? Je n'arrive pas à croire que tout le monde, partout, combatte les nazis en permanence. On dirait que la seule chose qui se soit jamais produite dans l'histoire du monde, ce sont ces nazis. Évidemment, si vous n'autorisez pas ce musée à venir et à permettre aux chrétiens d'avoir une place ici, les chrétiens, eh bien, alors évidemment, l'Holocauste va se reproduire. Je trouve que c'est plutôt logique. Tout cela me semble cohérent. Si je devais aujourd'hui vous donner ma meilleure hypothèse sur la raison pour laquelle Charlie Kirk a été assassiné, c'est parce qu'on lui a fait une proposition. Pour devenir la prochaine lune, pour transformer Turning Point, qui est déjà une organisation de 100 millions de dollars, en une organisation de plusieurs milliards, dans l'immobilier, l'achat d'entreprises et toutes sortes d'activités, en travaillant avec l'armée et les plus grands politiciens du monde. Et tu détournes simplement le regard. Ne pose pas de questions sur l'origine de l'argent ou sur la façon dont tu obtiens cet argent. Contente-toi de maintenir les choses à flot et continue d'empoisonner l'esprit des jeunes. Et continue de dire que tu fais tout cela au nom du Seigneur. Parce que tu sais, pourquoi pas? Si Moon pouvait faire du trafic, aider la CIA à faire du trafic, au nom du Seigneur, pourquoi l'organisation de Charlie Kirk ne pourrait-elle pas faire la même chose? Qu'est-ce que Charlie Kirk fichait en Corée, bon sang? D'accord? C'est ma meilleure supposition. Je pense que c'est à cela que Charlie Kirk a dit non. Je pense que c'est ce que Charlie Kirk a refusé. Et j'imagine que si vous êtes ses lieutenants et que vous pensez que c'est beaucoup d'argent, un gros pactole, vous pourriez le trahir. Vous pourriez le trahir pour ça. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Un épisode très long, mais un épisode très important pour voir comment tout cela s'imbrique. Nous allons faire une pause avant que je lise certaines de vos questions. Devez-vous des arriérés d'impôts ou peut-être n'avez-vous pas déclaré vos impôts depuis des années? Eh bien, c'est le moment de régler vos problèmes fiscaux. Avec le débat national sur l'abolition du système d'impôt sur le revenu, l'IRS contre-attaque et prouve qu'elle veut rester en devenant encore plus agressive qu'elle ne l'a jamais été. Ils envoient plus d'avis de recouvrement, déposent plus de privilèges fiscaux et collectent des milliards de plus qu'au cours des dernières années. L'IRS peut saisir vos salaires, vos comptes bancaires, votre sécurité sociale, votre retraite et même votre maison. Si vous devez de l'argent ou n'avez pas déclaré, la question n'est pas si l'IRS va agir, mais quand. Actuellement, Tax Network USA offre un appel de diagnostic gratuit avec l'IRS pour vous montrer où vous en êtes et ce qu'ils peuvent empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Il sera trop tard. Leurs programmes et stratégies puissants peuvent vous faire économiser des milliers de dollars, voire éliminer entièrement votre dette si vous êtes éligible. Ne commettez donc pas l'erreur grave de vous représenter vous-même ou d'appeler l'IRS par vos propres moyens. Renoncer à vos droits peut vous coûter encore plus cher. Ils ne sont pas de votre côté. Protégez-vous de la bonne manière avec Tax Network USA et commencez dès aujourd'hui à régler vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Appelez le 1-800-900-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace pour votre appel découverte gratuit avec Tax Network USA. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Je vous rappelle également American Financing, parce que entre les courses, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir complètement dépassé, surtout si vous comptez déjà sur les cartes de crédit pour couvrir les besoins essentiels. Si vos dettes s'accumulent, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes propriétaire, vous avez peut-être envisagé de contacter American Financing, mais vous avez peut-être hésité car vous ne voulez pas perdre votre faible taux. C'est pourquoi American Financing a créé le Smart Equity Loan, une solution simple et intelligente pour vos finances sans perdre votre faible taux. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire, ELOC, qui peut fluctuer avec le marché, le Smart Equity Loan offre un taux fixe, vous permettant un paiement mensuel prévisible.
Cela vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux d'intérêt élevés, libérer votre trésorerie, tout en conservant votre prêt hypothécaire actuel. Il n'y a aucun frais initiaux pour savoir si vous êtes éligible. Alors appelez le 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210 ou rendez-vous sur americanfinancing.net /Owens. americanfinancing.net /Owens. J'espère qu'il vous est maintenant évident qu'ils ont infiltré la foi chrétienne. C'est très clair pour moi. Ils ont infiltré les organisations chrétiennes et nous avons été sous l'emprise d'une opération psychologique. C'est ce qui s'est passé ici. Ces gens ne sont pas des pasteurs. Ces gens sont des soldats. Ces gens ne sont pas des influenceurs. Ces gens sont des soldats. Et la guerre est dirigée contre nous. La guerre vise votre esprit. Et vous pouvez le reconnaître très simplement, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être chrétien et ignorer ce qui se passe à Gaza. Vous ne pouvez pas simplement faire comme si tout allait bien. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas rechercher la vérité ou essayer de diaboliser ceux qui la recherchent. Je pense que c'est évident, non? Et oui, j'espère que cet épisode a réveillé beaucoup de gens. J'espère que les gens ont pris conscience à quel point nous avons tous été manipulés, moi y compris. Je ne pourrai jamais oublier cela. Et c'est un cancer. C'est vraiment un cancer. Si vous souhaitez nous soutenir notre travail indépendant, car nous ne recevons pas d'argent de Moon Inc. Nous avons de nouveaux produits dérivés sur le site, petite équipe, mais j'ai l'impression qu'on est comme la petite locomotive qui pouvait avancer ici. Vous pouvez acheter un lot de copies papier autographiées, désormais disponibles dans notre boutique. Mes 2 livres, Make Him a Sandwich et Blackout, signés à la main par moi-même. Vous pouvez aussi aller voir nos chaînes en espagnol, portugais et français dès maintenant. Le lien est dans la description. Je vais lire notre meilleur commentaire de l'épisode d'hier. Quelqu'un a écrit « C'est vraiment drôle ». Ben Shapiro est le genre de gars qui te réveille pour te dire qu'il va dormir. Absolument hilarant. Oui, il publie encore plus de contenu sur mon ancien compte Instagram. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment le cas. Mais ils ne sont tout simplement plus pertinents. Vera Black Designs écrit « Salut Candace à propos des signaux de main de Dan Flood » et l'homme en marron au premier rang qui a remonté ses manches exactement au moment où la vie de Charlie a été prise. Penses-tu qu'il y avait quelque chose là ou est-ce une coïncidence? Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Tu fais sans doute référence à Rick Cutler. Oui, il a un passé très compliqué. Nous n'avons même pas encore abordé son histoire, son passé au sein du DOD, ni l'histoire de sa famille. Écoutez, au bout du compte, je suis convaincue qu'une opération visant à assassiner Charlie Kirk a eu lieu ce jour-là et que des personnes sont impliquées. C'est le comment sur lequel nous travaillons encore. Je pense que nous avons découvert le pourquoi. Cela donne tout son sens à l'histoire. Que se passait-il? Charlie, le Doge, l'offre de bébé neuf et Yahoo, ce qui était étrange. Une sorte de possession qui a envahi les sionistes chrétiens pour te dire qu'enquêter là-dessus serait totalement inapproprié. J'ai l'impression que Moon Inc. a déjà donné le ton à ce sujet. Jennifer K8033. Écrit, Candace, as-tu vu ou regardé le travail que John Bray a fait concernant sa théorie sur Charlie? C'est plutôt convaincant. Je prie pour toi et ta famille. Reste en sécurité et merci d'avoir présenté tes excuses au petit cheval. Je suis encore désolée envers le petit cheval. C'était incontrôlable. J'étais hors de contrôle. Mais Ben est toujours faux et gay. Oui, j'ai vu John Bray et le travail qu'il fait. Je trouve cela aussi très convaincant. Et j'ai communiqué avec lui en coulisses. Il se passe tellement de choses et il y a tellement de terriers à explorer. Et encore une fois, cela relève de la catégorie du comment. Tant que je ne me sens pas totalement certain de la façon dont cela a été accompli, je ne veux pas avancer de théorie parce que je suis tellement scrutée. Si je dis une chose et que je me trompe sur un point, alors soudain ils font semblant « Oh mon Dieu, c'est tellement radical. Tout a été discrédité. » Le pourquoi, j'en suis certain. J'ai suggéré qu'il s'agissait de trafic lorsque j'ai commencé à examiner la trajectoire des avions égyptiens et la façon dont ils étaient suivis. Turning Point USA, la foi et les pasteurs, depuis des années. Et ce genre d'infiltration et de prise de contrôle de Turning Point USA, cette fois, la foi est arrivée très soudainement. Ce n'est pas du tout ce que nous faisions. Charlie et moi, nous allions un peu partout pour parler de revaloriser le capitalisme. J'ai cligné des yeux et soudain, tout tournait autour du Seigneur et tout le monde parlait du Seigneur. Mais spirituellement, tu te dis, on n'a pas du tout l'impression que cela concerne la vérité, l'honnêteté ou Jésus-Christ en fait. On a vraiment l'impression d'être contrôlé par des gens qui haïssent Jésus-Christ. C'est juste une impression.
Cette personne écrit « Renseignez-vous sur Paul E. Valley. » Je l'ai déjà fait. Officier de renseignement de l'armée à la retraite. Il a coécrit le livre Mind War avec Michael. Aquino, qui était officier des opérations psychologiques du renseignement de l'armée et sataniste déclaré, car Paul Valley fait également partie du conseil consultatif de Turning Point USA. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Du moment que le chèque est suffisamment important, comme nous l'avons constaté, qui s'en soucie, il vénère Satan, d'accord? Il pratique clairement un christianisme qui s'achète. Et oui, c'est vrai d'ailleurs, car je me suis renseignée à ce sujet. B. James, en fait, je devrais ajouter cela. J'ai demandé à des chercheurs de prendre note des liens militaires à ce sujet, car je crois qu'il a également un lien avec Fort Huachuca. Alors que nous revenons à ce sujet B, James écrit « Salut Candace, ma copine et moi écoutons tous tes épisodes au travail. Puis, une fois rentré, ça lui ferait plaisir si tu pouvais dire bonjour à Christian. » Salut Christian, j'espère n'avoir pas mal orthographié votre nom. Est-ce Christina? Ça aurait pu être Christina et il aurait raté son tir. Que tu sois Christian ou Christina ou une Christina chrétienne. Je voudrais te dire bonjour et vous remercier tous de regarder l'épisode chaque jour. J'apprécie vraiment cela. Vous tous, je vous apprécie énormément. J'ai adoré voir hier l'Instagram de Maggie exploser. C'était génial, elle le méritait. J'adore ça pour elle, d'avoir pris une décision difficile à l'époque, mais d'avoir fait le bon choix. On devrait toujours être récompensé pour ça. Free Hour Speech écrit « Turning Point USC, rien à signaler ici. » Oui, jamais rien à voir, sauf des effets pyrotechniques. Leaving for His Glory, Daily écrit « C'est pour ça qu'il faut regarder Ferris. » Et Dan Wilkes explique une autre raison de la campagne de Ben Shapiro contre toi et de la volonté d'intégrer Turning Point. Je suis juste une maman qui n'est plus aveugle face aux mensonges. J'envoie mes recherches ce soir. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai fait un rêve. C'était tellement clair. Je te promets que tu peux vraiment vérifier ça auprès de Village Crazy Lady, ma copine Mel sur X, parce que j'ai réveillé mon mari. C'était après que Ben m'a attaqué pour la première fois. Je me suis dit, c'est bizarre. Je ne sais pas quel est son intérêt là-dedans. Et j'ai fait un autre rêve très vif. Le rêve était tellement vivant. C'était comme si tu as déjà vu Harry Potter. Et comme quand ils ont comme la scène de l'échiquier et qu'ils font une guerre de sorciers, mais qu'ils jouent en fait une partie d'échecs. C'était en gros une partie d'échecs. Et Ben était l'une des pièces. Et ce que j'ai vu dans ce rêve, ou plutôt ce que j'ai ressenti, parce qu'il n'y avait pas de mots, c'est qu'il était envoyé. Et je me suis réveillée à 4 heures du matin. Le matin, et j'ai dit, je viens de faire un rêve, il faut qu'on enquête sur les frères Wilkes. C'est tellement bizarre, Ben. La raison pour laquelle il est envoyé, c'est parce que les frères Wilkes paniquent à propos de quelque chose. Je te le jure. Mel, la folle du village, peut te montrer le message. Je me suis réveillée, j'ai envoyé un message, je me suis levée et j'ai commencé ma journée. Mel m'a envoyé un message, elle a parlé du mouvement des 7 montagnes, le mandat des montagnes, puis elle a mentionné les frères Wilkes. Et j'ai dit, c'est fou que tu m'envoies ça parce que j'ai fait un rêve à 4 heures du matin. Je ne pensais absolument pas à eux. En fait, je ne sais vraiment rien sur eux. Ce n'est pas comme s'ils avaient déjà fait partie des opérations du Daily Wire ou quoi que ce soit. Mais ils financent PragerU. Ils financent Tournant pour les États-Unis, ils financent effectivement PragerU et ils financent effectivement le Daily Wire. Et ils ne le sont pas. Vous savez, les chrétiens évangéliques, ils financent les méga-églises. Ils ont fondé l'église de Rob McCoy. En fait, ils l'ont financée. C'était intéressant, c'est ce qu'elle me disait. J'ai fait des recherches et tout ça, c'est vrai. Bref, je sais que je vais parler de mes rêves avant que tout le monde ne commence à paniquer, mais je vais quand même en parler, surtout quand ils sont aussi vifs. Et je n'ai jamais rêvé de façon aussi vive et précise que depuis que Charlie Kirk a été assassiné. C'est incroyable. C'était perturbant dans les semaines qui ont suivi sa mort, à quel point les rêves étaient vifs, à quel point c'était... Je me faisais réveiller en plein sommeil. J'imagine que c'est ce que Charlie a vécu en 2018 quand il avait des visions où il se voyait mourir. C'est un peu ce qui m'arrive maintenant à propos de différentes choses qui se sont passées dans cette enquête, où vous savez des choses qui arrivaient à Charlie. Bref, pour ce que ça vaut. Et je vous rappelle, comme avant de conclure, que nous avons un club de lecture de 2 heures demain. Il n'y aura pas d'épisode, mais nous aurons un club de lecture de 2 heures parce que nous revenons à l'ancienne formule sans épisode le vendredi. Sauf si, de temps en temps, on vous propose quelque chose d'occasionnel. Et c'est pour compenser le club de lecture que nous avons manqué à la fin de l'année dernière. Donc ce sera à 16 heures. Heure de l'Est.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au club de lecture, vous devriez le faire. On peut aller beaucoup plus en profondeur sur ces sujets. Et vous pouvez le faire simplement en allant sur CandiceOwens.com. En dehors de ça, on se retrouve lundi